Alors, pour commencer, je vais vous demander si vous pouvez, avec vos dispositifs, votre téléphone peut-être, si vous savez à la main, vous connecter sur WooClap. Alors, soit vous pouvez flasher le code QR, soit vous pouvez aller sur le site wooclap.com et puis vous mettez comme code d'événement BELC 2023. Alors, je vais vous laisser ça un petit peu. Après, il va falloir que je sorte de ma présentation pour aller sur WooClap. Donc, si déjà vous pouvez nous faire un signe. Attendez, je regarde. Voilà, il y a déjà 60, voilà. Il y a des personnes qui se connectent déjà. OK. Alors, je vais enlever un instant. Ah, OK, j'enlève un instant ma présentation. OK. Et puis, je vais vous remettre quand même. Voilà. Donc, normalement, vous devez voir aussi mon... Voilà, WooClap. D'accord. Ok, on va attendre que plus de monde se connecte. Ok, ça monte. Ok, alors je vous propose qu'on commence. De toute façon, ceux qui sont en train de se connecter, il y aura toujours dans la partie supérieure de l'écran, en fait, le code de l'événement et vous pourrez vous connecter. Mais bon, on va essayer de commencer. Je vois qu'il y a déjà un peu plus de 200 personnes qui sont connectées. Donc, on va essayer de commencer. Alors, donc, pour commencer, je vous demande de me partager, selon votre expérience, qu'est-ce qui empêche vos apprenants de prendre la parole en cours? Et ceci en 2 ou 3 mots. Par exemple, vous pouvez écrire timidité. Voilà. Donc, si vous pouvez écrire vos réponses. Voilà, ça monte assez rapidement. Écoutez, on va commencer à voir ce que ça nous donne. Ah, ça bouge trop rapidement. Ou c'est trop nombreux, en fait. Ok, alors. Écoutez, on va essayer de stabiliser un peu. Pourquoi ça continue à me donner ça? Hop, 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 hop. Voilà, donc déjà. Ok, donc déjà, on a un aperçu. Donc, désolé, j'ai dû arrêter parce que, au fait, ça bougeait trop. Donc, on a timidité. En fait, le principe du nuage des mots, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont marqué timidité. Donc, plus c'est gros, en fait, ça veut dire que beaucoup de personnes ont écrit la même chose. Donc, manque de confiance, on a peur. Manque de vocabulaire, on a confiance qui ressort. Voilà, on a aussi le mot jugement, insécurité linguistique, timidité, malprononciation. Timidité, peur de se tromper, les camarades des classes, on a beaucoup peur de se tromper, timidité. Donc, si vous voyez, au fait, si on avait mis peur de se tromper ou peur tout seul, au fait, voilà, on aurait ça vraiment en gros. La peur de faire des fautes, la peur de faire une erreur, la crainte de l'erreur, le nombre de participants, peur de l'échec, manque de vocabulaire. Donc, en fait, je pense qu'on est plutôt assez d'accord sur les choses qui peuvent empêcher nos apprenants de prendre la parole. Alors maintenant, dans votre expérience, quel comportement avez-vous observé chez vos apprenants qui traduisent une difficulté à prendre la parole en cours? Donc, ça peut être fuir le regard, s'enfermer, refus de participer. Et ici, normalement, vous pouvez voir aussi d'autres réponses et vous pouvez les liker.
Donc, ça va nous donner des idées, au fait, sur ces comportements qui nous alertent, qui nous disent, en fait, que nos élèves sont en train de passer un mauvais moment pour pouvoir prendre la parole. Alors, je vous laisse participer un peu plus. Et puis, une fois qu'on aura une bonne quantité de réponses, je vais peut-être arrêter. Ça va, on a déjà une centaine de réponses. Ok. Mm. Mm. Ok. Alors, je vais fermer les votes. Oui, déjà, on va voir ce qu'on a. Donc, on a rougir, s'enfermer, fuir le regard, caméra cachée, effectivement, si on est à distance, se montrer désintéressé, refus de communication, se cacher, jamais volontaire, attendre qu'autre parle, le rire nerveux, effectivement, baisser la tête, dessiner, ok, rester silencieux, de repli. Attendez, laissez-moi voir. La tête, le regard, donc j'imagine c'est fuir le regard. Le silence, ça revient beaucoup. Regarder son téléphone, ok, regarder ailleurs. Refus total de participation, nervosité, rire nerveux. On a le silence, voilà. Attendez, pourquoi j'arrive pas à descendre? Oh là là. Bon, enfin, ça nous donne déjà pas mal d'idées. Excusez-moi, mais j'arrive pas à descendre mon écran pour voir. Voilà. Plus de vos réponses. Il se cache. Le regard, baisser la tête, fuir le regard, rire, semblant de ne pas comprendre, refus de participer, tête baissée, honte. Voilà. En fait, ce qui est incroyable, c'est que on est connecté je sais pas combien d'endroits dans le monde entier, non? Et finalement, on a tous à peu près le même constat. Donc, on est face aux mêmes difficultés. Très bien. Bon, je vous remercie d'avoir participé avec ce Google Clap. Et donc, je vous propose, on va revenir donc, sur la présentation. Alors, donc, quel est l'objectif de notre atelier d'aujourd'hui? Bon, déjà, on va essayer de distinguer quels sont les principaux obstacles à la prise de parole en cours de langue et aussi essayer de proposer des stratégies pédagogiques qui favorisent la prise de parole des apprenants. En fait, il faut savoir que ce phénomène de l'appréhension à prendre la parole a été très étudié du côté des apprenants. Pardon. Mais en fait, on a très peu de choses sur voilà, les modalités pédagogiques qui peuvent effectivement favoriser cette prise de parole. Donc, il y a des choses, mais il n'y a pas énormément non plus de littérature sur ce qu'on peut faire du côté des enseignants. Alors, donc, on va partir du premier constat qui est c'est difficile de prendre la parole, en général. Hein, et d'autant plus quand on le fait en langue étrangère. C'est-à-dire, on a ce sentiment, on a une appréhension, on peut avoir une inhibition parce qu'il y a des choses qui se passent dans la tête, dans l'image, je dis oui, je suis nulle, je vais faire des erreurs, je vais avoir l'air ridicule. Donc, en fait, de prendre la parole, ce n'est pas facile en soi. Et quand on le fait en langue étrangère, c'est d'autant plus difficile. Donc, moi-même, je suis aujourd'hui en face de vous, en train de parler dans une autre langue qui n'est pas ma langue maternelle. Et j'avoue, j'ai un petit peu le trac aussi. Alors, pourquoi? Parce qu'on a peur d'être mal compris. On a aussi peur de mal comprendre. Donc, vous l'avez mis aussi dans les nuages des mots. On a peur d'être jugé, effectivement. On a peur de commettre des erreurs, d'être signalé par les autres. Donc, ce regard social aussi. Et en fait, tout ça peut amener à un blocage. Donc, du coup, il peut y avoir un blocage où l'anxiété peut être plus forte que le bénéfice de parler la langue. C'est-à-dire, même si objectivement, moi, je sais que c'est intéressant, que c'est important de pratiquer, que peut-être je suis en cours de français, que c'est peut-être un des seuls moments où je suis face à la langue ou que je peux la mettre en pratique, bon, des fois, l'anxiété est beaucoup plus forte que le bénéfice de la parler. On est des êtres humains
Et on sait très bien que notre côté émotionnel va toujours passer devant notre côté rationnel. Donc ça, c'est comme ça. Alors ça, c'est quelque chose qui existe. Et donc c'est un phénomène reconnu. C'est un phénomène qui a été étudié notamment par Ellen Horvitz et Cope en 1986. Au fait, elles ont reconnu ce phénomène qui sont appelés l'anxiété langagière. Donc l'anxiété langagière, c'est une anxiété. Donc, ça fait partie de l'anxiété, donc il va y avoir des symptômes, on va dire, communs avec l'anxiété qu'on peut ressentir pour d'autres situations de la vie, mais qui est vraiment spécifique à l'apprentissage des langues étrangères. Et donc, ça veut dire que c'est pas nous, c'est pas la faiblesse de nos étudiants, enfin, c'est pas ma faiblesse en tant qu'enseignant, c'est que c'est un phénomène qui existe. Donc déjà, ça nous donne un cadre sur lequel nous s'inspirer. Alors, comment ces difficultés à prendre la parole se manifestent chez les apprenants? Donc, avec plein de choses que vous avez mis aussi sur le Booklab. On peut avoir des réponses courtes, le fait d'oublier des mots, donc ces phénomènes comme quoi j'ai le mot, j'arrive pas à le dire, éviter le contact visuel, être vraiment très préoccupé de bien prononcer, tout simplement se bloquer. Éviter les activités en cours, et je ne sais pas dans la configuration dans laquelle vous enseignez, mais ça peut aller jusqu'au vraiment quitter la salle, non? À ces moments-là, au fait, partir pour aller aux toilettes ou quitter la salle, faire des blagues, non? Comme on dit, au fait, le rire, les blagues, c'est une manière d'exprimer l'anxiété. Le rire nerveux, que vous l'avez cité. Donc, tout ce qui est interaction sociale réduite, et vous l'avez bien dit, peut-être ne pas participer, peut-être baisser la tête, fuir le regard. Tout ce qui est réaction involontaire, donc j'ai vu dans le Booklab aussi, c'est tous ces comportements, par exemple se tortiller sur le siège, ou commencer à jouer avec les cheveux, ou prendre un stylo et commencer à faire des bruits. Hein. Je crois que j'ai vu dans le Booklab, se mettre à dessiner, par exemple. Donc, ce sont des réactions du corps qui sont involontaires, mais qui traduisent effectivement peut-être une anxiété, une certaine nervosité. Et puis, aussi, il y a des comportements de protection de l'image de soi. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir des élèves, des apprenants qui sourient, qui hochent la tête fréquemment, qu'on a l'impression, en fait, voilà, qu'ils comprennent, qui vont rarement interrompre l'autre, ou qu'on va avoir même de feedback comme ok. Donc, on a l'impression qu'ils suivent alors qu'ils sont peut-être complètement perdus, mais ces genres de réponses peuvent servir à protéger donc l'image de la personne comme étant amicale, gentille, polie, même intéressée, même peut-être sociable. Et là, au fait, ça protège leur image parce qu'il n'y a pas de risques, non? Alors, donc, pourquoi ça nous sert, au fait, de réfléchir à ça? Parce que reconnaître que ça existe, une anxiété à prendre la parole, et reconnaître ces manifestations d'anxiété des apprenants qui sont liées à l'expression orale, ou peut-être à l'évaluation négative des autres, ou peut-être tout simplement à l'apprentissage d'une langue étrangère, déjà, c'est cette première étape importante pour faire face à cette anxiété et pour ensuite pouvoir mettre en œuvre des choses qui permettent effectivement dans nos cours de faire baisser ou au moins d'essayer de faire baisser cette anxiété. Alors, pourquoi il y a cette peur de prendre la parole? Donc, en fait, ça peut venir de différentes sources. Donc là, je reviens aux travaux des Horvitz qui ont été revisités par Saona et ensuite par Missieng, qui nous dit qu'il y a différentes sources de cette anxiété, de cette appréhension à prendre la parole. D'une part, on peut parler de l'écart entre compétences communicatives, c'est-à-dire l'écart que je perçois entre ma compétence communicative dans ma langue maternelle où moi, je suis un communicateur ou communicatrice voilà, performante. Et donc, quand j'apprends une langue étrangère, les idées sont là dans ma tête, mais en fait, c'est le moment de la production qui va poser problème. Il peut y avoir aussi donc, cette crainte de regard social négatif, d'avoir les ridicules, les autres vont se moquer de moi. Et il ne faut pas oublier que quand ils viennent en cours de langue, ils peuvent se dire peut-être qu'il y a d'autres personnes qui parlent mieux que moi. Et en tout cas, il y en aura au moins une personne qui parle mieux que moi, ça c'est sûr, c'est l'enseignant, c'est nous. Ils peuvent avoir peur de ces regards sociaux négatifs. Il peut aussi avoir une préoccupation face aux évaluations. Donc, je ne sais pas dans les contextes dans lesquels vous enseignez, mais bon, dans la plupart des contextes, les élèves sont là, comme on dit, un peu pour la carotte, c'est-à-dire ils vont être évalués, ils vont avoir une note et peut-être leur performance à l'oral va affecter cette note et qui peut-être dépend de réussir l'année, de réussir le semestre, de pouvoir passer au niveau suivant. Donc, il y a aussi une préoccupation face aux évaluations. D'un autre côté, il y a aussi toutes les croyances qui existent sur ce que c'est d'apprendre une langue.
Et là, on va revenir sur chacun de ces sources au long de la formation. C'est-à-dire, toutes les personnes arrivent déjà avec des idées sur ce que c'est d'apprendre une langue, ce que ça signifie d'apprendre une langue, aussi bien les élèves que nous. Il y a des croyances des deux côtés et ça peut affecter. Et il y a aussi un autre facteur qui est le stress du cours. C'est-à-dire là, Horvitz fait référence à des élèves qui peuvent être stressés dans le cours, c'est-à-dire la situation des cours peut les stresser, la manière dont le cours se passe, mais il y a aussi ce stress qui peut venir même avant le cours. C'est-à-dire, on parle des élèves qui, le matin, le lundi matin, ils sont cours des langues. Aujourd'hui, j'ai cours de français, j'ai cours d'anglais, et déjà, j'ai la boule à l'estomac, ne serait-ce qu'à l'idée de savoir que j'ai cours de langue. Donc voilà, tous ces sources-là qui vont contribuer à faire voilà, que les élèves peut-être représentent un frein peut-être à la prise de parole des apprenants dans notre cours. Donc, ne serait-ce que les savoirs en tête, ça nous permet ensuite, dans notre pratique quotidienne, d'agir. Donc là, l'idée, c'est commencer par des pistes d'action, quelques pistes d'action. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire en amont ou aussi au début du cours, sachant que nos élèves, nos apprenants viennent de parcours différents, des milieux différents, qui ont vécu des expériences différentes précédentes, et souvent, on n'a pas le temps de connaître ces parcours, ces expériences préalables. Donc, en fait, ils peuvent arriver en cours et peuvent déjà se faire l'idée que ça va mal se passer. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en place une évaluation diagnostique, prendre le temps de faire un diagnostic. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on fait dans une pratique régulière pour revenir sur des connaissances, pour essayer de sonder quelles sont les connaissances que nous savons, que les élèves ont par rapport à un sujet en particulier, ou peut-être en début de semestre, en début de cours, pour savoir où ils en sont au niveau de la langue, de la maîtrise de la langue, pour savoir s'il y a des choses sur lesquelles il faut que je revienne. Donc ça, c'est très bien. Mais aussi, on peut profiter de ces moments d'évaluation diagnostique pour les connaître un peu plus. On peut peut-être poser des questions un peu plus sur eux, pour essayer de connaître qui ils sont, d'où ils viennent, quels sont leurs centres d'intérêt. Parce que ce n'est pas d'être intrusive, mais c'est juste d'avoir quelques informations sur ma classe. L'effet de les connaître, c'est ce qui va me permettre aussi ensuite d'adapter mes activités, de peut-être avoir des commentaires, peut-être poser des questions sur des choses au fait que je sais qui les intéressent et qui vont représenter donc une manière de les engager dans ma classe. Donc ça, c'est une des premières choses que nous pouvons faire au début en amont du cours. Et puis, faire des petites activités brise-glace. Donc ces activités brise-glace, qu'on fait en début de cours, en début de séquence, je ne sais pas, en début d'une nouvelle thématique qu'on va aborder. Et donc, pourquoi faire une activité brise-glace? Déjà, les activités brise-glace qui nous permettent, c'est tout simplement d'initier le dialogue, de les mettre à parler, de créer aussi une atmosphère qui est propice à l'apprentissage. On peut aussi les utiliser pour faire connaissance, justement, et aussi pour qu'entre eux, ils fassent connaissance. C'est-à-dire, c'est vraiment important que nos élèves, nos apprenants aussi, ils fassent connaissance, qu'ils commencent à avoir une dynamique des groupes qui s'installent, afin aussi de pouvoir baisser ces filtres affectifs de regard des autres. Parce que plus je les ferai travailler, plus ils vont se connaître. Donc, voilà, moins sera la crainte justement de filtre affectif, de regard des autres. Ça peut nous permettre aussi d'introduire le thème qu'on va traiter de manière ludique et surtout de briser ces filtres affectifs, donc de réduire le stress. Okay, c'est notre objectif afin qu'ils puissent se sentir en sécurité et parler. Comment on fait une activité brise-glace? Donc, en général, ce sont des activités qui doivent être assez courtes, c'est-à-dire les brise-glaces doivent nous prendre juste quelques minutes au début de notre cours. Il doit y avoir des règles courtes, simples et compréhensibles. Et puis, généralement, on va le faire sous forme de jeu, sous forme de quelque chose un peu ludique. Notre brise-glace peut avoir un rapport ou pas avec la thématique voilà, qu'on va traiter. Ça peut être juste pour détendre l'atmosphère, pour initier les dialogues, pour créer de l'ambiance, ou au contraire, je peux m'en servir justement pour pouvoir introduire le thème. Alors, dans les activités brise-glace, en fait, il y en a beaucoup. Et je suis sûre que vous en mettez en place plein d'activités brise-glace. C'est quelque chose que dans les langues, on fait beaucoup. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous parler de photolangage. En fait, le photolangage, c'est une méthode pour briser la glace
qui a été inventée, c'était une technique de médiation inventée plutôt dans les milieux entrepreneuriaux par des équipes d'animateurs, des psychosociologues. Et au fait, le principe, c'est de montrer des images aux élèves, aux participants, ces images vont servir de déclencheur à la prise de parole et peuvent nous permettre de faciliter l'expression des élèves, et notamment les élèves qui sont un peu plus timides. Ça permet, comme on dit, de libérer la parole. Alors, j'utilise ces images pour, je ne sais pas, par exemple, connaître l'état d'esprit de mon groupe, pour savoir comment ils sont aujourd'hui, aussi pour faire le lien avec le sujet du cours, ou tout simplement pour les mettre à parler un petit peu. Alors, les images que je peux utiliser, ça peut être vraiment toutes sortes d'images. Ça peut être des illustrations, des photographies, des symboles, des pictogrammes. L'idée ici, c'est juste de favoriser l'échange, la réflexion, aussi la créativité, sachant que c'est toujours plus facile de parler de soi en se cachant, entre guillemets, derrière une photo, derrière l'image, c'est-à-dire qu'on est un peu en projection, et puis ça va protéger notre image. Alors, dans le photolangage, vraiment, on a plein de choses, enfin, c'est-à-dire il y a des idées tant que vos idées, votre créativité s'épuisera, et on peut les adapter à tous les niveaux. Par exemple, il y en a une qui s'appelle la météo intérieure. On pose la question comment te sens-tu aujourd'hui? Et puis avec la météo, les pictogrammes, en fait, on peut mettre des mots. Ils peuvent nous dire tout simplement comment ils se sentent. Et c'est quelque chose qu'on peut adapter à des niveaux vraiment très bas, au fait, le A1. C'est tout simplement l'apprendre à dire aujourd'hui je me sens inquiet, aujourd'hui je me sens triste. Après, si c'est des niveaux un peu plus élevés, donc je peux peut-être questionner ah bon et pourquoi? Enfin, pourquoi tu es si joyeux aujourd'hui? Donc, ils peuvent peut-être te donner des explications aussi. Mais ça peut rester tout simplement dire une phrase, dire un mot en début de cours, prendre la parole juste un petit moment. Il y a aussi cette autre idée, par exemple, c'est de leur montrer des M&M's et puis leur demander voilà, de sélectionner le M&M's avec lequel ils s'identifient ou celui qu'ils aiment le plus. Donc, si on est avec un niveau faible, en fait, ça peut être simple comme pourquoi ah, bah, parce que j'aime la couleur. Alors, quelle est la couleur ah, le rouge, le jaune. Donc, je peux une séance qui fait une révision des couleurs. Ou d'autres, non, parce qu'en fait, il est petit comme moi ou elle porte des lunettes comme moi. Voilà. Après, si je suis avec des niveaux un peu plus élevés, en fait, donc je peux, par exemple, complexifier la tâche et, par exemple, mettre un code couleur. Dire, bon, ceux qui ont sélectionné l'orange vont me raconter une anecdote de la veille. Ceux qui ont sélectionné le marron, une chose dans laquelle ils ou elles sont doués. Le rouge, une chose apprise la semaine dernière. Enfin, voilà. Donc, je peux mettre un code couleur et je peux même pousser un peu plus si je veux. Je peux carrément ramener les M&M's dans la classe et puis leur demander de sélectionner un M&M's et puis après de parler. Alors, tout ça, il y a différentes configurations possibles. Donc, d'abord, il faudra passer toujours par un premier moment où ils vont choisir l'image individuellement. Donc ça, il faut donner le temps pour qu'ils choisissent l'image individuellement. Ensuite, par exemple, avant de les lancer comme ça devant la classe à parler, je peux leur demander de partager avec un camarade ou un petit groupe. Voilà, partager en petit groupe. Et ensuite, si je veux, il peut y avoir un troisième temps ou pas, où je demande de partager avec le reste du groupe. Donc ça déjà, le fait d'avoir choisi individuellement, ensuite parler en petit comité, ça leur donne plus d'assurance pour ensuite affronter la grande classe, non, le groupe. Et puis ça peut être aussi sur le volontariat. Peut-être que je décide que tout le monde passe, hein, mais peut-être que ce sera juste quelques volontaires, ok, ou je vais juste désigner quelques personnes. Donc tout ça, c'est aussi un peu au feeling. Alors, donc attention, en fait, donc le photolangage, c'est une des activités brise-glace. Cependant, en fait, les élèves prennent rapidement l'habitude de ces techniques et donc, si à chaque fois on arrive avec un photolangage, bon, on peut aussi avoir un sentiment un peu de lassitude. Au fait, ils ne vont plus être charmés par l'attrait de la nouveauté ou du jeu. Donc, il faut tenir compte dans le choix, non, de notre activité brise-glace et surtout faire en sorte que les explications, enfin, voilà, soient très simples, très compréhensibles. Alors, après, donc, si je reste, enfin, pardon, on peut utiliser différents supports possibles. Il y a déjà des supports qui sont faits. Par exemple, il y a des cartes, ça s'appelle des feeling cards, Dixit, Pictit, qui sont des cartes, au fait, qui nous montrent des images qu'on peut utiliser. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, les feeling cards. Ce sont vraiment des cartes et on a des personnages, voilà. Et puis, on leur demande de les choisir. Donc, on peut les étaler sur la table.
Mais il y a des fois où on n'a pas le temps de sélectionner. Mais pour cela, au fait, on peut tout simplement aller dans notre manuel. Par exemple, là, cette image, au fait, c'est une image que je peux utiliser en début de cours. Donc, à nouveau, pour un groupe faible, donc je peux aller de choses très simples comme les couleurs qu'on voit, les formes, les différentes parties du visage, jusqu'à avec un groupe plus fort, voilà, quel type d'art c'est, est-ce que tu aimes cet art-là, qu'est-ce que ça t'évoque, etc. Et ça, par exemple, je le prends de mon manuel. Donc ça, c'est une image qui vient dans le manuel des Odyssées. Donc là, j'ai pas besoin de moi aller sélectionner, choisir. Donc je prends l'image qui est dans ma leçon et puis je fais directement ensuite le lien avec ma leçon. Donc ça peut me permettre de briser la glace, mais aussi d'introduire le thème, par exemple. Ensuite, donc ça, on a vu en début du cours. Alors maintenant, pendant le cours, tout ce qui est expliqué clairement va faire qu'on crée un climat plus de motivation et ça a une forte relation, une forte influence dans la relation pédagogique. Donc, ne faisons pas l'économie des explications claires, vraiment d'expliquer quels sont les objectifs d'apprentissage de la séance, aussi le déroulement des activités. Je ne sais pas, dans la mesure du possible, donner un programme au préalable. Il y a des universités où le syllabus est à disposition des étudiants. Je sais que, par exemple, ici, dans notre université, le syllabus n'est pas obligatoire, mais ça n'empêche qu'au début du cours, en début de semestre, en début de séquence, je peux expliquer comment ça va se passer et aussi donner des explications sur ce qui va se passer. Ça revient à concevoir son cours en s'appuyant sur le cadre théorique de l'enseignement explicite, donc qui est un modèle proposé par Gauthier, Bissonnet et Richard en 2013, qui dit au fait tout simplement que l'enseignant va chercher à éviter tout ce qui est implicite et vague et qui pourrait nuire l'apprentissage. Donc ne pas faire l'économie des choses et ne pas dire mais il devrait le savoir, il devrait savoir comment faire, en partant du principe qu'ils ne savent pas. Okay, et que même s'ils savent, un petit rappel, c'est pas mal. Alors, les trois piliers de l'enseignement explicite sont la planification du cours, tout ce que nous faisons avant. Ensuite, il y a l'interaction avec les élèves pour arriver à un troisième moment qui est de la consolidation. Donc, la planification du cours, c'est qu'on aille de manière séquentielle, du simple au complexe. Donc, de toute façon, aujourd'hui, pratiquement n'importe quel manuel comprenne aura cette logique d'aller du simple au complexe. C'est là où on va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais une fois qu'on aura planifié notre cours, au moment du cours, on aura un peu plus l'impression de voilà, que ça roule parce qu'on a planifié et donc ça nous permet en fait que ça roule bien. Ensuite, donc pendant le cours, il est très important d'interagir avec les élèves. Et dans l'interaction des élèves, il y a trois points clés qui sont, dans l'enseignement explicite, le modélage, la pratique guidée et la pratique autonome. Le modélage, c'est ce moment où nous, en tant qu'enseignants, on va montrer comment faire. On va montrer la règle, on va donner les clés, on va donner les pistes pour comprendre. Ensuite, dans la pratique guidée, on va leur donner des exercices à faire. Donc, une fois qu'on a dit comment ça se fait, une fois qu'on a montré la règle, on va leur donner des exercices pour manipuler. Mais cette pratique va être effectivement guidée. Okay? Et tout ça, le fait d'avoir une pratique guidée, ça a été prouvé qu'il y a des effets positifs ensuite sur l'expression orale. Ça permet, ça donne plus d'assurance. Et ensuite, on va arriver en pratique autonome où là, effectivement, je vais leur donner plus de liberté. Donc maintenant, c'est à vous de créer le dialogue. Maintenant, c'est à vous d'imaginer les jeux de rôle. Maintenant, c'est à vous de créer, de recréer, je ne sais pas, l'appel téléphonique. Donc, ou de donner la liberté à des sujets, des sujets abordés en classe pendant quelques séances. Ou par exemple, donc maintenant, effectivement, on va faire des petites présentations et vous allez décider du thème. Okay? Tout ça, si je le fais à répétition, ça va nous amener à l'autonomisation des élèves et à la consolidation de l'apprentissage, que c'est ce qu'on veut. Alors, pendant tout ce temps de pratique, au fait, pendant que nos élèves vont s'exercer, ils doivent être accompagnés par l'enseignant. Et donc, accompagner, ça signifie mettre en œuvre, mettre en pratique des gestes didactiques, je veux dire, pour vérifier la compréhension, par exemple, pour donner du feedback et tout ce qui est les gestes de TH, c'est-à-dire d'aider les élèves, mais ne pas faire à leur place. Donc, cet accompagnement, cette aide va être forte au début, elle va être retirée petit à petit
que l'élève progresse. Et à un moment donné, en fait, il n'aura plus besoin de nous pour aller commander son sandwich quand il sera en voyage en France ou au Canada ou dans un pays francophone. Voilà, donc, pour tout cela, en fait, il y a des modalités pédagogiques, des modalités pédagogiques qu'on peut favoriser, sachant que nos élèves arrivent avec des expériences préalables, que peut-être ils sont en manque de confiance. On ne sait pas comment ça s'est passé dans les cours des langues avant. Il faut le dire aussi, il ne faut pas se voiler la face. Il y en a qui manquent de préparation, non? Donc, qui arrivent en cours et qui n'ont pas suffisamment travaillé. Donc, tout ça, ça a fait un blocage face à la prise de parole. Mais il y a des modalités pédagogiques qui peuvent nous aider, et qu'il faut privilégier si on veut que nos élèves puissent parler. D'une part, on a tout ce qui est travail en groupe. À chaque fois qu'on met les élèves à travailler en petits groupes, en binôme, en groupe de 3, en plus grand groupe, on change les groupes, on les fait tourner, tout ça, ça va apaiser les préoccupations affectives des élèves. Ça va augmenter aussi le nombre d'échanges entre les élèves et, au fait, ça va contribuer aussi à créer une ambiance où ils se connaissent et il va y avoir aussi des apports plus compréhensibles. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face aussi. Donc, on sait que des fois, entre eux, ils arrivent à mieux s'expliquer, à mieux se comprendre qu'avec les explications qu'on peut donner avec toute notre bonne volonté. Donc, tout ce qui est travail de groupe va nous aider, beaucoup nous aider à créer ce climat plus propice à la compréhension, à l'expression orale. Donc, le travail de groupe, on peut nous l'organiser, on peut décider de former les groupes, je ne sais pas, d'utiliser des techniques différentes pour les former ou de laisser le choix de former des groupes. Ça va aussi dépendre aussi de la configuration de ma classe, etc. Mais il y a aussi des activités qu'on a déjà aussi bien souvent dans nos manuels qui nous permettent justement de ce travail de groupe. Par exemple, là, j'ai une feuille d'exercice où l'idée, c'est de présenter quatre personnalités francophones. Donc, on demande d'abord une médiation. Donc, avec ton camarade, vous allez choisir une des personnalités et vous allez faire des recherches. Donc, ils vont travailler d'abord en petits groupes. Ensuite, ils vont préparer peut-être la présentation. Ensuite, ils vont voir, voilà, par exemple, là, c'est aussi une ouverture sur la francophonie. Non, ils vont chercher le pays francophone. Et puis, il y aura donc un autre moment de médiation où ils vont choisir une personnalité et ils vont la présenter aux camarades. Donc ça, ils vont le faire en petits groupes. Ils vont travailler en groupe pour faire cela. Et puis après, pourquoi pas, on peut passer peut-être à une séance où ils présentent leur personnage au reste du groupe. Là, c'est une autre activité aussi sortie de la méthode de la classe. Là, c'était apporter une photo des familles. Votre voisin vous pose des questions. Donc, je l'ai fait d'abord travailler en petit groupe. Et puis, ensuite, vous allez présenter votre famille à toute la classe. Et là, on leur demande d'utiliser les adjectifs possessifs et les pronoms toniques. Donc, d'abord, travailler en groupe avant de prendre la parole devant tout le monde. Ensuite, les activités ludiques. Les activités ludiques sont les activités qui, par excellence, vont faire baisser l'anxiété. Pourquoi? Parce que le jeu, tout ce qui est jeu, va permettre de créer une ambiance de détente, une ambiance de confiance. Les jeux sont toujours associés à la motivation, au plaisir, l'acceptation de prendre des risques, sachant qu'en fait, le risque ne va pas être négatif parce que c'est un jeu. Les joueurs vont être facilement pardonnés des erreurs, par exemple, parce que bon, c'est un jeu, non? Et aussi, ça permet aussi de développer un lien de soutien, d'enrichir le vocabulaire, de développer aussi l'entraide. Voilà. Et puis, tout ce qui est jeu linguistique, résolution des problèmes, tout ça, ce sont des moyens très efficaces pour motiver, pour susciter l'intérêt, pour encourager la participation et notamment pour réduire l'anxiété. Au fait, quand on a une attitude des jeux, on va être prêt à explorer, à s'investir, à dépenser l'énergie. Et au fait, il ne faut pas penser à des jeux, pas besoin de vraiment faire des jeux compliqués, c'est-à-dire, je ne veux pas non plus me mettre à créer un jeu. C'est vraiment toute activité qui nécessite de mobiliser la langue pour des fins un peu plus ludiques, enfin pour une simulation, un dialogue ou un exercice qui a un côté un petit peu ludique. Ça peut être un exercice de prononciation ou un exercice entre deux personnes, au fait. Mais la communication, ça va devenir le but ultime de l'activité et donc ça va nous aider. Et en cours de langue, en fait, on a vraiment enfin,
on a la chance que notre matière nous donne tout pour jouer, c'est-à-dire la langue, c'est le matériel, on peut utiliser la langue, les sons, les mots, les phrases, les règles de grammaire, c'est-à-dire il y a tellement de choses qu'on peut exploiter, c'est pas le cas dans toutes les disciplines, mais nous, on a cette chance-là. Alors, ça peut être des choses simples, comme par exemple des activités qu'il y a dans les manuels. Par exemple, trouve les noms de ton camarade. Là, c'est pour le faire avec des enfants. Hein, ou voilà, il y en a un qui va avoir les yeux cachés et puis il doit reconnaître les autres. Devine l'objet. Donc, je prends un objet, l'autre, je le cache, et puis l'autre personne doit me poser des questions pour deviner l'objet. Ou nous avons ces images-là de clown et on doit parler avec le voisin et puis dire le nom des fruits et des légumes qui sont dans les trois visages. Donc voilà, c'est un petit jeu, ça ne va pas nous prendre tous nos cours, mais ça va nous aider nous à qui il parle et puis à faire baisser le stress ou les filtres affectifs. Ensuite, des modalités pédagogiques, enseignement personnalisé. Au fait, c'est ce que dans l'approche naturelle de l'apprentissage des langues de Krashen-Ettel nous dit que la langue, enfin le cours des langues doit fournir des exemples contextualisés et significatifs. Hein. C'est-à-dire que on doit les mettre en situation communicative le plus réelle possible. C'est à ce qu'on fait référence avec l'enseignement personnalisé. Donc, c'est quelque chose qu'on fait et que n'importe aussi quel manuel nous proposera. Pardon. Et l'adaptation des activités aux besoins affectifs des apprenants, c'est difficile, parce qu'effectivement, on a beaucoup d'apprenants. Après, on ne peut pas adapter pour les besoins spécifiques de chacun. Mais par exemple, si j'identifie que parler devant la classe, qui est cité à plusieurs reprises comme un facteur d'anxiété, donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est d'abord les entraîner à lire un script, par exemple oralement, en petit comité ou individuellement, avant peut-être de passer devant les autres. Tout ce qui est jeu de rôle, par exemple, ce sont des choses qui permettent aussi d'adapter aux besoins affectifs de ces apprenants qui sont plus timides, qui ont plus de mal à parler devant les autres. Donc, toutes les activités qui vont établir en relation avec la classe vont effectivement contribuer aux besoins affectifs, à adapter nos activités aux besoins affectifs des apprenants, quand c'est possible. Enfin, j'entends bien que des fois, ce n'est pas tout à fait possible. Bien, on a parlé de l'appréhension qu'on peut avoir face aux évaluations ou aux tests. Donc, pour cela, au fait, il faut revenir à l'alignement pédagogique et donc évaluer les contenus avec des activités qu'on a déjà utilisées. Donc, on sait que c'est hyper frustrant pour les étudiants de venir, de passer des heures à réviser et par exemple découvrir qu'ils sont évalués sur quelque chose qu'ils n'ont pas vu ou sur des manières qu'ils n'ont pas vues. Donc, si les jours de l'examen, je vais leur demander d'écrire une carte postale, écrivons des cartes postales avant avec eux, par exemple. L'enseignement explicite nous dit qu'on peut faire des tests blancs. Et le test blanc, ça ne veut pas dire consacrer toute ma séance à faire un test comme le test que je ferais en cours normal, ou par exemple de leur donner mon test au préalable. Ça peut juste passer pour donner par exemple des activités comme les activités ou les exercices qu'ensuite je vais proposer à l'examen ou à l'évaluation. Par exemple, si je sais ce dialogue à compléter, hein, je peux leur mettre par groupe de deux, ils complètent. Étant donné que les réponses sont assez ouvertes, au moment où après, moi, je fais la révision en groupe, donc d'une part, je leur montre, donc je leur envoie par exemple, excusez-moi, je leur envoie différents messages. Donc d'une part, qu'il n'y a pas une seule réponse possible, donc il y a plusieurs réponses possibles, et deux, que si les jours de l'examen, ils se retrouvent face à un exercice comme ça, ils savent en fait, déjà comment faire et surtout, ils savent qu'il y a différentes solutions possibles. Et s'ils le font à deux, ça va aider aussi. Ça leur donne des idées. Donc voilà. Il y a aussi l'importance de verbaliser, c'est-à-dire de leur expliquer ce qu'on attend d'eux dans l'évaluation, ce qu'on attend qu'ils soient capables de faire. Je sais que des fois, on aime la surprise de l'examen surprise, et des fois, la surprise est pour nous et on finit en train de pleurer nous-mêmes. Donc, pourquoi pas verbalisons ce qu'on veut d'eux. Et donner des retours d'information. Donc, c'est important de donner du feedback régulier et constructif dans la mesure du possible. Les feedbacks peuvent se donner sur différents domaines, sur les savoirs, sur les savoir-faire, mais aussi sur les savoir-être, sur les attitudes. Et puis, essayons de donner des informations de qualité. Si on va prendre le temps de donner du feedback, que ce soit de bonne qualité. Un bon feedback, normalement, doit donner au moins 3 P, des preuves, des progrès et des pistes d'amélioration.
On a parlé aussi de cette source d'appréhension qui peut être la crainte de regard social négatif, donc concrètement la peur de faire mauvaise impression. Donc pour cela, au fait, il faut créer un climat favorable à l'expression orale en cours. Donc qu'est-ce qui va nous aider à ça? De la pratique guidée, dont on a déjà parlé. Pratiquer, 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 les faire travailler en groupe et être là, les accompagner tout au long de la pratique. Notre TGV aller-retour, faire attention au ton qu'on utilise, à notre gestuelle, au vocabulaire qu'on utilise, et puis l'ancrage et le regard. L'ancrage, c'est mon utilisation de l'espace aussi, et le fait de moi-même les regarder. Aussi l'interaction avec les apprenants, dans la mesure du possible, les appeler par leur prénom, les saluer, faire référence à leur goût. Donc, on revient à la partie de l'évaluation diagnostique qui me permet de mieux connaître mes élèves et pourquoi pas au fait de temps en temps dire ah bah je sais qu'il y a des footix un peu de footballeurs dans la classe, oui vous avez vu le match, dis donc le PSG ça va pas, enfin voilà, je sais pas, des choses comme ça, non, circuler entre les apprenants, connaître leurs prénoms, voilà, tout ça va nous aider aussi, moduler le ton de notre voix, et donc tout ça va créer un environnement favorable à l'apprentissage, et aussi ça va nous permettre de mieux gérer notre classe. Et très important pour créer un climat favorable à l'expression orale, quelle est la place qu'on donne à l'erreur? Voilà. Donc on va revenir, je vous demande de revenir un petit peu sur Google Clap, sur le Google Clap sur lequel vous vous êtes connecté il y a un moment. Et je vais vous demander de réagir par rapport justement à la place qu'on donne à l'erreur. Alors, quelles sont les raisons les plus fréquentes des erreurs de nos apprenants? Alors là, je vous donne quelques options. Je vous demande de répondre. Pour vous, quelles sont donc les raisons les plus fréquentes? Normalement, vous pouvez sélectionner plus d'une option. Ok. Déjà, nous allons voir. Ok. Ok. Je vais arrêter. Bon, ok. Bon, il y a quand même pas mal de votes. Merci. Bon, je vais arrêter pour pouvoir avancer un petit peu. Ok. Alors, donc on a les interférences avec la langue maternelle. Donc effectivement, donc des difficultés phonétiques, cette intention de traduire littéralement. Justement, on va voir que dans les croyances, ça revient sur ça. Il y a aussi de manque de travail personnel, la fossilisation de l'erreur. Donc effectivement, en fait, déjà, ne serait-ce que le fait de reconnaître pourquoi il se trompe, ça peut nous aider ensuite dans la partie de comment traiter les erreurs. Ok. Alors, je vais je vais reprendre donc ma présentation. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, la place de l'erreur. Donc, on est dans la place de l'erreur. Alors, en fait, donc l'acquisition du langage nous dit que dans ce système d'interlangue, que selon la linguistique, donc c'est ce stade intermédiaire entre le moment où on apprend une langue et on arrive à l'utiliser, qui est tout simplement quand on va du plus simple au plus complexe. En fait, l'erreur est normale et positive. Hein. C'est-à-dire que dans l'apprentissage d'une langue, cette structuration progressive des connaissances, donc c'est un système qui est en train de construction, et donc c'est normal qu'il y ait de l'erreur. Donc quand il y a de l'erreur, en fait, ça veut dire qu'il y a de l'apprentissage. Donc dans la perspective communicative, cette erreur, c'est égal à progrès. Et donc ça veut dire que ça peut nous donner du matériau d'apprentissage. Donc déjà, le fait de savoir quelle est la nature des erreurs de mes élèves, de mes apprenants, donc ça peut m'orienter aussi sur la manière de les traiter, la manière de corriger et pourquoi pas les utiliser en tant que matériaux d'apprentissage.
Il y a un exercice, par exemple, où on demande aux enseignants de récolter ou de faire un peu un résumé des erreurs les plus communes commises par les étudiants, par les élèves, et puis de les noter. Ou peut-être, on peut même impliquer les étudiants, les élèves, de leur demander alors quelles sont les erreurs les plus communes qu'on voit. Et puis ensuite, on projette ces erreurs. Donc l'idée, ça s'appelle le panel des erreurs. Donc l'idée, c'est qu'ils voient quelles sont leurs erreurs, hein. Et à partir de là, on peut peut-être faire sous forme de jeu un classement. On dit maintenant, on va les classer dans ceux qui sont les plus drôles, hein, ceux qui ont un rapport avec l'interférence de la langue, ces erreurs qu'on a commises parce qu'on a traduit littéralement. Non, ou ces erreurs, au fait, qui relèvent des problèmes, par exemple, des phonétiques ou des difficultés de prononciation. Donc voilà, le fait de travailler, donc de prendre ces erreurs, les erreurs comme de matériel d'apprentissage, ça va leur permettre de prendre conscience aussi et de pouvoir mieux les intégrer et mieux de corriger ensuite. Okay. Donc, la bonne attitude alors, c'est savoir que les erreurs font partie du processus d'apprentissage d'une langue et savoir qu'il faut corriger. Hein, c'est-à-dire, toute la littérature qu'on peut voir sur la correction en cours de langue nous dit que la correction est nécessaire et les élèves sont demandeurs de la correction. Après, les institutions officielles préconisent toujours une évaluation positive des compétences, donc d'être toujours bienveillant, mais ne prennent aucune méthode, en fait, pour une approche particulière pour la correction. Donc, en fait, c'est au professeur de se positionner quant à la manière dont on va traiter les erreurs. Donc, des manières de corriger, il y en a beaucoup et on pourrait faire un webinaire sur les erreurs, la correction des erreurs, tout ce que cela implique. Mais dans tous les cas, au fait, on va toujours, en tant qu'enseignant, essayer de relativiser l'importance de l'erreur, d'une part par les besoins communicatifs et d'un autre côté par la situation. Est-ce que ça vaut le coup que j'interrompe l'élève à chaque phrase ou est-ce que le besoin communicatif est atteint, donc peut-être que je passerai après. Donc voilà, en fait, je peux ignorer, clarifier, suggérer, donc, mais ça dépendra de la situation. Mais c'est important de corriger. Et puis, on a aussi parlé des croyances de l'apprentissage des langues. Donc, nos élèves arrivent avec plein de croyances. Donc, il y a des croyances qui sont réelles, il y a des croyances qui sont un petit peu plus irréelles, non? Mais bon, en fait, dans la littérature, on voit qu'il y a des croyances un peu communes dans l'apprentissage des langues, qui sont celles que vous voyez à l'écran, le souci de bien prononcer et aussi une espèce de fixation de parler sans accent. Donc, voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup de nos élèves qui veulent parler sans accent. Le fait de penser qu'il existe une aptitude naturelle pour les langues, qu'il est possible de parler couramment en 6 mois. Donc, des fois, on a des publicités qui veulent nous vendre ça. Que l'apprentissage d'une langue, c'est égal à la traduction, ou à des règles de grammaire, ou apprendre du vocabulaire. Une fois que j'ai du vocabulaire, c'est bon. Qu'il existe un âge idéal pour apprendre une langue, qu'il y a des langues plus faciles à apprendre que d'autres. L'apprentissage des langues diffère de celui d'autres matières. Okay. Et la répétition de la pratique sont fondamentales. Donc, il y a des croyances qui sont réelles, comme l'apprentissage des langues diffère de celui des autres matières. Oui, on le sait, la neuropsychologie maintenant nous dit qu'il y a même des ondes du cerveau différentes, donc quand on apprend les maths, quand on apprend l'histoire ou quand on apprend les langues. Okay. Alors, donc, toutes ces croyances, donc, si nos élèves arrivent avec des croyances qui sont aussi irréelles, bah, ça va donner une appréhension face à la prise de parole. Alors, renforçons tous les progrès. Hein. Soyons bienveillants. Aussi, rendons le contenu intéressant, au fait. Il y a des auteurs qui disent qu'il faut rendre le contenu tellement intéressant qu'en fait, ils s'oublient que c'est dans une autre langue. Et comme les croyances des étudiants, des élèves sur l'apprentissage des langues peuvent être basées sur des connaissances et des expériences limitées, okay. Donc, nous aussi, on doit parler avec eux donc, sur le processus d'apprentissage d'une langue, donner des engagements raisonnables, voir avec eux, en fait, ce que j'attends d'eux. Donc, je reviens aussi à l'enseignement explicite. De dire, moi, ce que j'attends, c'est qu'à la fin, vous soyez capable de vous présenter, de parler de votre famille, de vos goûts et de commander un coca. Donc, ça, c'est un engagement raisonnable. Aussi, communiquer avec eux sur la valeur de la capacité à communiquer. C'est-à-dire, peut-être que tu commets des erreurs, peut-être que voilà, là, il y a eu un manque, enfin, peut-être sur l'accent, par exemple. Tu as un accent. Oui, d'accord, mais tu as un accent, mais on a tous un accent, non? Alors, faire la différence entre accent et prononciation, par exemple.
Et ça nous revient à nous d'expliciter ça, de parler de ça. Et parler aussi du processus d'apprentissage d'une langue, de dire, voilà, c'est normal que tu fasses des erreurs, ça c'est normal. Et puis, tu vas commettre des erreurs et puis tu vas progresser. Voilà. Donc, oh là là, c'est fou comme le temps passe vite. Alors, avant de nous quitter, en fait, j'aimerais, si vous pouvez, donc à nouveau revenir sur Google App, et j'aimerais vous proposer une toute dernière question. Voilà, donc je reviens à mon brise-glace photolangage de départ. Et donc après cet atelier, cette formation vraiment très rapide, j'aimerais avoir votre retour sur comment vous sentez-vous pour travailler davantage l'expression orale dans votre cours de FLE. Alors ça monte vite, on va voir. Ah, super! Je suis contente. Bon, il y en a quand même des inquiets. Mais bon, optimiste, enthousiaste. Ah, c'est super. En tout cas, je suis contente de ne pas vous savoir stressé alors qu'on parlait d'anxiété langagière. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais donc vous laisser ça si vous voulez aller plus loin, en fait, sur voilà ce thème de l'anxiété langagière. Donc, je vous conseille d'aller voir tout ce qui est les travaux d'Horvitz, d'aller voir aussi sur le site d'enseignement explicite, voilà le blog de jeux pédagogie, de jeux en classe des langues. C'est Heide Silva qui est autrice aussi, formatrice clé. Voilà, enfin, je vous laisse quelques pistes. Je vous remercie de votre attention. Vous savez donc mon mail. Je vous remercie de votre participation. C'est fou comme c'est passé très vite. Et puis, je vais laisser la parole à Marjolaine pour clore cet atelier. Marie-Hel, merci. Est-ce que tu m'entends? Allô? Oui. Ouais, c'est bon, Oui, tu c'est bon. m'entends? Ouais, désolée, je pensais que ça avait un petit peu bugué. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, c'est passé super vite. Super. Ouais, c'était très bien, merci en tout cas. Pas vraiment de questions, enfin, ou du moins des questions auxquelles tu as répondu. Il y avait des questions sur les auteurs que tu citais, mais je crois que tu avais mis une slide à la fin de ta présentation. Oui. Et si vous souhaitez, vous pouvez m'écrire et je peux vous envoyer des références, en fait, vraiment avec un grand Bah, c'est plaisir. ce que j'ai dit un petit peu dans le chat, hein, que tu mettais du coup tes coordonnées à la fin et que peut-être si les gens avaient des questions plus précises ou Oui, des oui, demandes oui, sur des n'hésitez pas. documents, ils pouvaient effectivement t'écrire en direct. Alors juste pour Oui, finir, bien sûr, bien sûr. voici la petite slide dont je vous parlais en fait au début. Vous y retrouvez tous mes collègues, donc en fonction des régions. Donc n'hésitez pas à screener, à prendre une photo ou à noter les coordonnées de la personne du coup qui pourrait être déléguée pédagogique sur votre zone et à contacter cette personne si vous avez des questions diverses, hein, sur la présentation ou autre. Enfin voilà, vraiment n'hésitez pas à contacter mes collègues. Et puis pour finir, si tu voulais passer à la dernière petite slide, on vous a mis ici un C'est bon? code. Ouais, c'est bon, je la vois en tout cas moi. Ici, vous trouverez un code d'activation. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à prendre une photo ou à noter. Donc ce code vous donnera accès à plusieurs de nos manuels en version numérique. Donc ces manuels seront disponibles pendant 3 mois à partir de la date d'activation. Donc vous trouverez des méthodes pour enfants, des méthodes pour ados, pour grands adolescents. Il y a notre dernière méthode aussi, Odyssée, donc pour adultes, voire des méthodes en français des affaires, notamment sur la cuisine, sur le voyage, etc. Donc voilà, notez bien ce petit code et les informations qui sont mentionnées ci-dessous, notamment le site internet sur lequel vous pourrez aller activer le code afin de bénéficier de tous ces manuels pendant 3 mois. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Merci encore à tous de votre participation. Merci Vous avez été beaucoup. très nombreux à répondre présents à cette présentation. Et merci encore, Marie-Hel, à toi de ton intervention, comme toujours, super Merci pour intéressante. l'invitation et merci pour votre présence. À très bientôt, tout le monde. Bonne À bientôt. journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.